Bonjour à toutes et à tous. Au printemps dernier, je me suis engagée dans le cadre de mon travail à présenter l'œuvre d'Annie Ernaux, juste avant la projection du documentaire sur sa vie, Les années Super 8, réalisé par son fils David Ernaux-Briot et projeté dans le cinéma local. C'était un gros pari pour moi parce que je n'avais jamais lu Annie Ernaux, et pour être honnête, j'avais en fait des a priori sur son œuvre. Je savais qu'elle était liée au mouvement de l'autofiction, qui est une littérature qui globalement ne m'intéresse pas. Et souvent je dis que je n'aime pas trop la littérature de l'intime. Pourtant, paradoxalement, j'aime les œuvres qui sont très fouillées psychologiquement avec des personnages très denses. Mais je m'étais cependant laissé dire qu'Annie Ernaux constituait un peu le haut du panier en termes d'autofiction. Mais au fond, qu'est-ce que j'en avais à faire des atermoiements psychologiques et sentimentaux d'une prof de lettres de la région parisienne issue d'un milieu ouvrier normand? Mais comme je devais quand même la lire, pour savoir par où commencer, j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé sur internet « Découvrir Annie Ernaux » et je suis tombée sur un article de France Info qui s'appelle « 5 livres pour entrer dans l'œuvre de cette autrice ». Dans cet article, il y avait Les armoires vides, La femme gelée, La place, Les années et Mémoire de fille. Et au lieu d'acheter chacun de ces petits livres en format poche, j'aime bien vivre dangereusement et donc j'ai acheté la méga brique de l'espace, le Quarto Gallimard avec une grande partie de ses œuvres jusqu'en 2006 ou 2008 je crois. Donc dans ce livre on ne trouve pas Mémoire de fille que j'ai emprunté à la bibliothèque, et quelques mois après j'ai acheté à la librairie Le Jeune Homme, donc qui ne faisait pas partie de cette liste. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de retracer la vie et l'œuvre de cette autrice à travers les 6 livres que j'ai lus pour la découvrir. Spoiler alerte, je suis désormais une très grande fan. L'avantage avec Annie Ernaux, c'est que quand on parle de sa vie, on parle déjà de son œuvre, puisqu'elle a fait de sa vie un matériau littéraire, sociologique, sociétal, pour comprendre le monde. On peut d'ailleurs parler à propos de sa littérature d'auto-sociobiographie, d'ethnotexte, de littérature de l'intime, d'autofiction ou même de journal extime. Annie Duchesne est née en 1940 à Lillebonne, en Normandie, et ses parents tenaient un café-épicerie à Yvetot, dans la banlieue de Rouen. Comme elle le raconte dans La place, son père est fils d'ouvriers agricoles illettrés, et ses parents ont élevé leur fille unique pour qu'elle s'élève au-dessus de sa condition sociale, et donc l'ont beaucoup poussée à faire des études supérieures. Elle devient professeure de lettres dans le secondaire, profession qu'elle va occuper jusqu'à sa retraite, tout en menant une vie de famille et en écrivant des récits et des romans qu'elle signe de son nom de femme mariée et que nous lui connaissons, c'est-à-dire Ernaux. Et en 2022, elle reçoit le prix Nobel de littérature pour, je cite l'Académie Nobel, « le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ». On cite souvent pour présenter le projet littéraire d'Annie Ernaux une phrase qu'elle a écrite dans son journal intime quand elle était jeune: « J'écrirai pour venger ma race ». Comme elle l'explique dans son discours de réception du prix Nobel à l'Académie suédoise, elle faisait écho au cri de Rimbaud « Je suis de race inférieure de toute éternité. J'avais 22 ans, j'étais étudiante en lettres dans une faculté de province, parmi des filles et des garçons pour beaucoup issus de la bourgeoisie locale. Je pensais orgueilleusement et naïvement qu'écrire des livres, devenir écrivain, au bout d'une lignée de paysans sans terre, d'ouvriers et de petits commerçants, de gens méprisés pour leur manière, leur accent, leur inculture, suffirait à réparer l'injustice sociale de la naissance. Qu'une victoire individuelle effaçait des siècles de domination et de pauvreté, dans une illusion que l'école avait déjà entretenue en moi avec ma réussite scolaire. En quoi ma réalisation personnelle aurait-elle pu racheter quoi que ce soit des humiliations subies? Je ne me posais pas la question. Elle commence sa carrière littéraire en 1974 avec un roman d'inspiration autobiographique, Les armoires vides, qui, il me semble, introduit en littérature un acte à l'époque interdit par la loi, c'est-à-dire l'avortement,
Peut-être que d'autres livres antérieurs abordaient déjà ce sujet, mais je n'en ai pas connaissance. Et les premiers mots de ce livre sont bien consacrés à la sonde et autres outils de celles qu'on appelait à l'époque les faiseuses d'anges. Dans ce roman, on suit Denise, une jeune femme qui attend dans sa chambre d'étudiante que fasse effet l'avortement clandestin qu'on a pratiqué sur son corps, et c'est l'occasion pour elle de se remémorer son enfance libre dans le café-épicerie de ses parents, son entrée dans une école privée où elle découvre la distance sociale qui la sépare de ses camarades de classe qui sont eux issus de bonnes familles, et elle en conçoit alors une haine envers ses parents et son milieu d'origine d'une grande pauvreté intellectuelle et culturelle. Elle dit à propos de ses parents, dont elle trouve les manières grossières: « Je les haïssais tous les deux, j'aurais voulu qu'ils soient autrement, convenables, sortables dans le véritable monde. » Elle fait beaucoup d'efforts pour rejeter cette origine qu'elle considère comme honteuse, mais ces efforts semblent réduits à néant par cette grossesse non désirée et cet acte répréhensible ensuite, qui met en péril ses ambitions et la renvoie au stade d'animal, elle qui espérait au contraire s'élever. Donc dans ce livre, on retrouve comme thème l'avortement, la place de la femme, la famille, la honte sociale, autant de thèmes qui sont vraiment la matrice de l'œuvre d'Annie Ernaux et qu'on retrouvera dans tous ses autres ouvrages. Ce livre a été une claque monumentale pour moi lorsque je l'ai lu au printemps. Il a cette saveur qu'ont seuls les premiers romans, où l'autrice se jette tout entière dans son ouvrage et dit déjà énormément d'elle, malgré sa forme fictive. Tout de suite, j'ai été marquée par la sincérité du propos qui n'est pas cru pour autant, et la rage de l'écriture, même si je trouve que le terme salope et ses synonymes grossiers sont un peu trop utilisés. Le portrait des parents est absolument sans pitié, ils n'ont aucune culture, ils ont des gestes instinctifs qui révulsent la narratrice et lui rappellent des animaux. Par exemple, le bruit de succion qu'ils font lorsqu'ils mangent le poulet à la main, ou bien les insultes qu'ils s'envoient à la tête l'un à l'autre, ou même la réaction hystérique de la mère lorsqu'elle soupçonne sa fille de fréquenter des garçons et donc de risquer de tomber enceinte et de mettre à mal les ambitions qu'ils avaient à propos d'elle. Ces réactions ne sont pas du tout conformes au standard de vie auquel aspire l'héroïne et la replonge d'autant plus dans la honte lorsqu'elle est confrontée à la dangerosité de son corps de femme qui est susceptible de faire basculer son destin si jamais elle tombe enceinte et qu'elle va au bout de sa grossesse. Ce corps dangereux des femmes et cette forme de peur, de schizophrénie omniprésente pour les femmes est explicitée dans les années qu'elle écrira 30 ans plus tard. Elle vivait dans deux temps différents, celui de tout le monde, des exposés à faire, des vacances, et celui capricieux, menaçant, toujours susceptible de s'arrêter, le temps mortel de leur sang. Le thème de l'avortement est prolongé chez Annie Ernaux dans un livre qu'elle écrira dans les années 90, L'événement, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été adapté en film en 2021 par Audrey Diwan et a reçu de nombreux prix, notamment à la Mostra de Venise. Dans L'événement, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, elle fait le choix de parler de son avortement clandestin, mais sans l'édulcorer. La place de la femme est énormément abordée dans son 4e ouvrage, La femme gelée, qui est le 2e ouvrage que moi j'ai lu. On trouve encore sur la couverture et sur la page de titre le terme roman pour La femme gelée, mais Annie Ernaux petit à petit s'écarte de la forme fictive pour écrire plutôt des récits qui oscillent entre autobiographie et distance presque fictive, mais elle se défend toujours de faire de la jeune Annie un personnage de roman, puisqu'elle dira plus tard dans Mémoires de fille « Je ne construis pas un personnage de fiction, je déconstruis la fille que j'ai été ». Dans La femme gelée, elle analyse l'écart entre l'émancipation que souhaitaient pour elle ses parents et auquel elle aspire, et la place formatée que la France patriarcale des 30 Glorieuses imposait aux femmes. Sa mère était une femme peu conventionnelle pour son époque, puisque elle gérait un commerce et donc elle négociait avec des fournisseurs. Elle gérait aussi la maisonnée d'une main de fer, il faut le dire, face à un mari qui lui était plutôt dilettante, mélancolique et avec une personnalité moins affirmée. C'était une femme qui méprisait les tâches ménagères
et qui croyait fermement que les femmes devaient avoir une indépendance financière. Elle voulait plus pour sa fille et notamment l'encourager beaucoup dans ses études et à lire, lecture que cette femme aimait elle aussi beaucoup faire. C'était pour elle un échappatoire entre deux clients. Au début de La Femme gelée, plusieurs figures familiales de femmes sont présentées avec une tendresse qui tranche beaucoup par rapport à la rage qu'on pouvait trouver dans les armoires vides. Je pense que cette rage s'est transformée en une tendresse et une humilité qu'on acquiert avec les ans et aussi peut-être la sagesse de l'expérience. En tout cas, dans la continuité de cette éducation moderne qui, selon Annie Ernaux, ne pouvait qu'aboutir à un déchirement intime et social, l'autrice montre ses envies, ses illusions et sa formation avant le mariage. Elle découvre à ce moment-là la référence absolue en termes d'écrit féministe, l'œuvre qui a dessillé nombre de femmes et d'hommes sur les ravages du patriarcat dans nos sociétés de toute éternité, c'est-à-dire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Annie Ernaux en parle ainsi plus tard. Sans doute ne serais-je pas tout à fait sans elle, sans l'image qu'elle a été au long de ma jeunesse et de mes années de formation, ce que je suis. Et cela, qu'elle soit morte 8 jours après ma mère en 86, est un signe supplémentaire. Quand je pense à l'effet du deuxième sexe sur moi, c'est l'image mythique du fruit de l'arbre de la connaissance mangé par Ève qui s'impose à moi. La clarté aveuglante d'un désenchantement du monde, la lumière libératrice de la connaissance. Ce dévoilement de la condition des femmes avait quelque chose d'effrayant mais aussi de profondément libérateur, ouvrant la voie à une prise en main de ma propre vie. Cette sensation qu'elle décrit sur l'importance de l'œuvre de Simone de Beauvoir pour elle, c'est quelque chose que je comprends profondément parce qu'il se trouve que cette année, au mois de mars, j'ai lu Le deuxième sexe. Et hasard, un mois plus tard, je lisais Annie Ernaux, et même si j'avais déjà des références et que je ne suis pas novice en termes de féminisme, je dois dire que la lecture du deuxième sexe était vraiment excellente. Si vous ne l'avez jamais lu, Le deuxième sexe est un texte d'une extraordinaire puissance qui apporte un éclairage total sur les mécanismes du patriarcat et l'asservissement des femmes dans nos sociétés depuis toujours. Donc je ne peux évidemment que vous recommander de le lire. J'y ai d'ailleurs consacré 2 vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, je vais vous mettre le lien dans la description. Pourtant, ce que montre Annie Ernaux dans La Femme gelée, c'est que malgré toutes ses bonnes intentions, elle se retrouve petit à petit à vivre la vie qu'elle ne voulait pas, c'est-à-dire le mariage, les enfants, les inégalités dans le couple, etc. Elle raconte donc comment elle est devenue gelée, c'est-à-dire absente à elle-même, et il lui aura fallu de nombreuses années d'insatisfaction diffuse, l'écriture de romans et de récits introspectifs, un divorce et beaucoup de recul pour arriver à s'extraire de cette servitude insidieuse. La Femme gelée est un livre vraiment très puissant, surtout la deuxième partie dans sa vie de femme mariée où elle montre combien elle retombe dans des schèmes qu'elle voulait combattre. C'est vraiment un livre que j'ai énormément aimé. Elle abandonne ensuite une écriture frénétique, pleine de rage pour une distance plus clinique, analytique, décortiquante. Elle fait ce choix stylistique dès La Place, où elle parle de son père, qui est issu, on l'a vu, d'un milieu modeste, à qui, à partir de l'adolescence, elle a fait le constat qu'elle n'avait plus rien à lui dire, puisque leurs codes sociaux étaient devenus beaucoup trop différents. Chez ses parents, elle voit la peur d'être déplacée, d'avoir honte. À ce moment-là, elle choisit de renoncer à une écriture référentielle où les figures de style sont autant de clins d'œil et de coups de coude que se donnent les gens distingués pour se reconnaître entre eux. Elle, ce qu'elle veut retrouver, c'est une écriture qu'elle qualifie de plate, celle qu'elle utilisait en fait avec ses parents, dont elle dit « Ils auraient ressenti toute recherche de style comme une manière de les tenir à distance ». Certains ont comparé son style à l'écriture blanche telle que définie par Roland Barthes, mais elle réfute cette étiquette. Par ailleurs, n'allez surtout pas croire que cette sobriété est dépourvue d'émotion, comme le montre cet extrait de La Place où elle parle de la mort de sa grande sœur qu'elle n'a jamais connue. La petite fille est rentrée de classe un jour avec mal à la gorge. La fièvre ne baissait pas. C'était la diphtérie. Comme les autres enfants de la vallée, elle n'était pas vaccinée. Mon père était aux raffineries quand elle est morte.
À son retour, on l'a entendu hurler depuis le haut de la rue. Hébétude pendant des semaines, des accès de mélancolie ensuite, il restait sans parler, à regarder par la fenêtre, de sa place à table. Il se frappait pour un rien. Ma mère racontait en s'essuyant les yeux avec un chiffon sorti de sa blouse. Elle est morte à 7 ans, comme une petite sainte. Je pense pour l'instant de tout ce que j'ai lu de cette autrice que ce livre-là est mon préféré, mais La femme gelée suit ensuite de près. Je pense que c'est un livre qui vraiment peut toucher énormément de gens, même si on n'a jamais lu Annie Ernaux, même si on n'a pas l'habitude de lire. Je sais que dès qu'il est sorti, il a eu d'ailleurs, je crois, le prix Renaudot à sa sortie. Tout de suite, il a été utilisé par l'Éducation nationale et j'ai entendu dire que des professeurs, notamment en zone d'éducation prioritaire, le faisaient étudier à leurs élèves et qu'ils parlaient beaucoup aux élèves. Je pense que tout un chacun peut y retrouver un père, un grand-père, un oncle, une connaissance qui avait cette difficulté à trouver sa place, d'où le titre. Elle raconte d'ailleurs dans Mémoire de fille une anecdote touchante à propos de son père. Annie Ernaux, avant de devenir professeure de lettres, elle a souhaité devenir institutrice, elle a été reçue à l'école normale et en fait elle a abandonné l'école normale, elle n'a pas eu son diplôme puisqu'elle avait lâché l'affaire. Jusqu'à la fin de sa vie, son père a gardé dans son portefeuille l'extrait du journal où étaient écrits les noms des personnes reçues à l'école normale et dont sa fille Annie Duchesne. Sachant que son père venait d'un milieu illettré, à une époque dans les milieux pauvres, on envoyait les enfants qui s'en sortaient bien à l'école faire l'école normale, donc pour le père c'était probablement la vision absolue de la réussite quand bien même sa fille ensuite est devenue enseignante dans le secondaire. On voit donc pour le père quel est le véritable aboutissement social qu'il souhaitait pour sa fille. Dans un autre écrit, longtemps après la mort de son père, La honte, elle raconte un événement glaçant de son enfance, puisque lorsqu'elle avait une 12aine d'années, son père, dans un accès de folie meurtrière et de révolte contre une femme qui avait un fort ascendant sur lui, a empoigné celle-ci, l'a traînée à la cave et a tenté de la tuer avec une serpe sous les yeux de sa fille. Et ensuite, le sujet n'a plus jamais été abordé dans la famille, comme s'il ne s'était rien passé. Et elle explique dans La honte que ce presque uxoricide a créé une honte qu'elle a traînée tout le long de sa vie. C'est un livre que je n'ai pas encore lu mais que j'ai très envie de lire. Elle cite en exergue de La Place une très belle citation de Jean Genet. « Je hasarde une explication. Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. » Mémoire de fille est un texte beaucoup plus récent qui explore un moment charnière dans sa construction personnelle. C'est sa première fois. Loin des scènes romantiques qu'elle fantasmait, elle se remémore ce qu'on pourrait considérer comme un dépucelage raté, alors qu'elle était monitrice de colonie de vacances avec un autre animateur. De nos jours, on parlerait de viol parce qu'elle a subi une dissociation et a vécu l'événement à l'extérieur de son corps, en regardant les choses sans comprendre, pendant que son partenaire prenait le lead et ne s'imaginait pas un seul instant qu'il fallait se soucier de ce qu'elle pouvait penser ou éprouver à ce moment-là. Pourtant, Annie Ernaux réfute ce concept de viol et estime qu'elle a été partie prenante de ce moment à sa manière. Lorsqu'elle est arrivée à la colonie de vacances, elle rêvait vaguement de vivre l'amour à ce moment-là, mais finalement, elle y a trouvé surtout des atermoiements sexuels, une dépendance psychologique qu'elle a développée à l'égard de son partenaire, qui ont provoqué chez elle une errance psychologique qui s'est manifestée sous forme de boulimie et d'anorexie, de réorientation professionnelle, puisque je disais, elle a arrêté l'école normale pour finalement entrer dans la fac de lettres et ensuite est devenue professeure de lettres. C'est un récit très à l'os, où elle reprend les événements, les observe très froidement, pour les dépouiller de toutes les interprétations a posteriori qu'on pourrait y mettre, et retrouver qui elle était en réalité. C'est un récit que j'ai apprécié, mais finalement son écriture très clinique me l'a moins attaché, je pense. Il me semble que dans l'œuvre d'Annie Ernaux, on peut voir deux volets qui sont présents dans toutes les œuvres mais qui sont particulièrement importants à certaines périodes. D'abord une première partie de son œuvre qui est davantage tournée vers l'exploration des dominations sociales,
des relations avec ses parents, avec son milieu d'origine, avec sa place de femme mariée, de mère. Donc dans cette première partie, moi je mettrais la place, une femme, la femme gelée, la honte, les armoires vides, l'événement, etc. Et dans une deuxième partie de son œuvre, elle aborde plutôt sa vie sentimentale et sexuelle, explore loin des idéaux de retenue et presque de pudibonderie qu'on pouvait attendre des femmes à l'époque de sa jeunesse, toutes ses envies et tous ses désirs, ainsi que ses relations avec les hommes. Donc dans cette autre partie, on peut mettre Mémoire de fille, Passion simple, Le jeune homme, Hôtel Casanova, etc. Pourtant, ces deux dimensions sont très présentes dans chacun des livres, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ces deux volets dans son œuvre. Je pense que Les années est son récit le plus ambitieux. Elle retrace depuis sa naissance les petits et les grands événements. On retrouve les marqueurs de l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, qu'ils aient été survolés, pleinement vécus, ignorés, mal compris par elle et par son entourage. Mais au même plan, elle met des événements personnels ou bien des impressions qui lui rappellent des moments, par le biais notamment de photos qu'elle décrit. Ce sont des fragments qui lui permettent de retrouver soit des vacances qui ont été vécues, soit des pauses qu'on pouvait prendre et dont on se rappelle qu'à ce moment-là on était en train de penser à telle ou telle chose, ou bien que tel ou tel aspect était très important dans notre vie à ce moment-là. C'est un jeu personnel qui disparaît pour envisager à l'aune d'une expérience intime de retrouver une mémoire collective pour sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Les critiques estiment désormais que ce livre est la plaque tournante de son œuvre, voire même, disent-ils, son chef-d'œuvre. En le lisant, je me suis dit que c'était un livre qu'en fait j'aimerais offrir à mes grands-parents, parce qu'il retrace un grand nombre d'événements de la deuxième moitié du XXe siècle qu'ils ont pu vivre, et personnellement, beaucoup de ces événements, je ne les ai pas vécus, mais à partir de la fin des années 90 et la partie des années 2000 dont elle parle, là, je me souvenais de ces événements et j'ai pu beaucoup plus m'y attacher et me souvenir de mes propres impressions sur ces événements. Certains événements ou certaines tendances que je n'ai pas connues me permettent aussi de comprendre certaines attitudes de nos jours, ou bien au contraire me montrent des choses totalement inattendues. Par exemple, ça paraît étonnant, mais lorsque sont arrivées les boîtes de conserve, manger des légumes en conserve était du dernier chic, ainsi que manger avec des couverts en plastique, ce qui est quand même de nos jours l'absolu contraire. Et en fait, en le lisant, je me suis moi-même demandé quelles seraient les années que je pourrais écrire, et donc dans un moment très intime, je vous livre quelques impressions et moments que j'aimerais sauver moi dans ma vie personnelle. Par exemple, mes premières émotions musicales quand j'avais 4 ans avec la musique d'Ennio Morricone et les 4 saisons de Vivaldi. Ensuite, à 9 ans, l'effroi que nous éprouvions dans la cour de récré en ayant entendu parler de la victoire de Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2002, et le fait que nous, enfants, nous pensions que toutes les personnes avec un nom de famille étranger, comme c'est mon cas, allaient être chassées de France. La détestation très profonde du collège que j'ai pu éprouver puisque j'y subissais du harcèlement scolaire. Le 11 septembre 2001, où mes parents m'ont interdit de regarder les images à la télévision, et que ça n'est que 10 ans plus tard que j'ai vu des personnes se jeter des immeubles. 10 jours plus tard exactement, le 21 septembre 2001, où les vitres du couloir de mon école ont explosé, où nous avons été parqués dans des salles en attendant que nos parents viennent nous chercher, puisque l'usine AZF de Toulouse avait explosé, que l'on craignait un nuage toxique et que nos parents nous ont pris pour nous emmener là où, pensaient-ils, le nuage n'irait pas, et le fait que nous avons laissé toutes nos affaires de classe en cours, et le lundi suivant nous les avons retrouvées, les cahiers ouverts, les stylos sans leurs bouchons, comme si rien ne s'était passé entre-temps. L'immensité du travail à fournir en classe préparatoire littéraire, et qui pour moi aboutissait quasi systématiquement à de mauvais résultats, et donc en conséquence, le jour où, grâce au caractère de la Bruyère, j'ai eu la meilleure note de la classe en colle de Cagne,
et où je me suis sentie à ce moment-là sur un petit nuage, et depuis j'ai un grand attachement pour La Bruyère pour cette raison. Donc pour en revenir à Annie Ernaux, j'ai vraiment apprécié la lecture des années. Ça faisait 2 mois qu'un livre sur 2 que je lisais était Annie Ernaux, donc j'ai commencé à éprouver une forme de lassitude. Je pense que ça a créé une distance qui fait que ça n'a pas été le coup de cœur majeur que ça aurait peut-être été. Le 6e livre que j'ai lu, c'est Le Jeune Homme, et je vais passer assez rapidement sur celui-ci parce que j'en ai parlé dans mon vlog 7 livres 7 jours et qu'en plus il est extrêmement court, il fait 38 pages, donc il n'y a pas énormément de choses à en dire. Il s'inscrit ici plutôt dans ce que j'appelais tout à l'heure la deuxième partie de son œuvre, où elle parle plutôt de ses aventures amoureuses, et ici c'est avec un jeune homme de 30 ans, son cadet. Elle y parle de la domination qu'elle exerce à son égard, de par son âge, de par son argent, mais aussi de par ses codes sociaux, puisqu'il vient du même milieu ouvrier que ses parents, milieu qu'elle-même a quitté, puisqu'elle se considère comme une transfuge de classe. Elle parle aussi de cette dissonance que constitue encore aux yeux de notre société un couple où la femme est beaucoup plus âgée que l'homme, alors que le contraire, un homme beaucoup plus âgé que sa compagne nous paraît beaucoup plus normal. C'est un petit livre qui est très rapide à lire, très agréable, même si je l'ai trouvé un petit peu frustrant à cause de sa taille. Pour autant, ça n'est pas un livre que je conseillerais si vous n'avez jamais lu Annie Ernaux, parce que je pense qu'il y a un peu trop de sous-texte qui nécessite d'avoir déjà lu son œuvre pour vraiment pleinement s'en emparer. C'est un sentiment que j'ai également éprouvé avec le documentaire Les Années Super 8 dont je parlais au tout début de la vidéo. Il apporte un éclairage vraiment très intéressant sur sa vie et son œuvre, pour peu qu'on la connaisse déjà. Enfin, je ne peux pas parler d'Annie Ernaux sans parler de ses combats politiques. Elle a très régulièrement marqué son engagement à gauche, dans la droite ligne de ses écrits féministes. Et donc on se rend compte parfois que les critiques qui sont faites de son œuvre visent moins l'autrice que l'intellectuel engagé derrière. Elle s'est montrée très critique par exemple envers Michel Houellebecq, qu'elle considère comme réactionnaire et antiféministe, également envers Richard Millet qui en 2012 a commis un ouvrage qui s'appelait Langue fantôme, suivi d'éloges littéraires d'Anders Breivik, et elle a signé une tribune dénonçant ce qu'elle considérait comme un pamphlet fasciste. Elle a également apporté en 2022 à Jean-Luc Mélenchon son soutien pour la présidentielle. Annie Ernaux a été critiquée à la fois pour son écriture sobre, c'est-à-dire pour certains pas assez littéraires, mais aussi pour les thèmes qu'elle aborde qui ne seraient pas assez nobles. On a parlé à son égard de misérabilisme racoleur, de prétention fade et inouïe, celle d'observer des gens sans ressources en relevant de leur catégorie au titre de RMiste du style et du vocabulaire. Elle utilise des matériaux qui sont considérés comme non littéraires, puisqu'elle parle du RER, du supermarché, des villes nouvelles à travers celle de Cergy où elle habite depuis plusieurs années, et ces objets lui permettent d'observer ses contemporains avec un regard ethnographique. Elle revendique comme influence évidente à son œuvre La recherche du temps perdu de Marcel Proust comme travail sur la mémoire, et elle est également citée comme référence par de nombreux auteurs contemporains comme Nicolas Mathieu, Yvan Jablonka, Laurent Mauvigné, Claire Marin, etc. Bref, cette vidéo touche à sa fin, j'ai essayé de la rendre la plus complète possible, même si évidemment je ne suis pas spécialiste de l'œuvre d'Annie Ernaux, et il existe de nombreuses thèses et colloques consacrés à son œuvre. Il est probable qu'après avoir lu d'autres œuvres d'Annie Ernaux, je pourrais ajouter d'autres éléments, peut-être que ça donnera lieu à une deuxième vidéo. C'est une autrice merveilleuse dont je ne peux que recommander l'œuvre. Je continuerai à la lire et en fait, je me rends compte que son style est devenu pour moi une sorte de drogue, puisque lorsque je me suis replongée dans Le Jeune Homme, j'ai eu la sensation d'enfiler des pantoufles et de retrouver avec grand plaisir cette écriture. Je vous souhaite d'avoir le même enthousiasme pour son œuvre, ou bien celle d'auteurs et autrices que vous appréciez. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir l'œuvre d'Annie Ernaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis présente. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.